Offensive hivernale en Belgique, neige et températures glaciales sont au programme. À la côte, le phénomène a donné lieu à de superbes paysages. Bonsoir à tous, dans votre RTL Info 19h, nous parlerons aussi des conditions de circulation. Les routes sont glissantes. Nous verrons avec Michael Menten les dispositifs mis en place. Aux Pays-Bas, c'est une tempête de neige qui a paralysé une bonne partie du pays, la première en 10 ans. À suivre également le coût impressionnant de la détention de Salah Abdeslam, dispositif de sécurité exceptionnel pour le dernier survivant des commandos des attentats de Paris. Israël a vacciné près de la moitié de sa population contre le Covid. Nous verrons si le pays voit déjà des effets positifs. Et puis le phénomène série a encore frappé. Les ventes des livres des aventures d'Arsène Lupin cartonnent avec le succès populaire de la série. Le froid et la neige n'ont pas épargné la côte et c'est peut-être là que les flocons ont donné naissance aux plus beaux paysages. Du blanc à perte de vue et des promeneurs conquis comme des instants magiques loin de la pandémie. Le reportage à Ostende de Laxmi Lotta et Catherine Van Zeveren. Que faut-il faire? Un château de sable ou un château de neige? Le paysage est féerique. La marche dans le mélange neigeux, surprenante. Pour Leonardo, c'est du jamais vu. Lui, il devient complètement cinglé ici. Il est au paradis. Pour Mariam aussi, l'expérience est inédite et à double titre. C'est la première fois que je viens à la mer en Belgique, après 22 ans. Et comme je disais à mes amis, je viens la première fois alors qu'il neige. Il fait moins 3 degrés. Avec le vent, la température ressentie est de moins 8. Une plage toute blanche. Le phénomène n'est pas exceptionnel selon l'Institut royal météorologique. Mais l'an dernier, il n'a pas neigé sur la côte. Les promeneurs, émerveillés, sont bien emmitouflés. C'est magnifique, c'est vraiment différent. La côte est encore plus belle comme ça, je trouve. Un peu des pieds, mon pied sont un peu froids. Oui, ça va. Quand j'étais tout petit, oui, la mer était gelée. C'était vraiment la période exceptionnelle là où même les canaux de Bruges étaient gelés. Mais sinon, depuis là, non, ça fait des années que j'ai pas vu de neige à la côte. On prend l'air, ça fait du bien, c'est vivifiant, ça nous fait du bien. Mon père m'avait dit ce matin que ça allait être très 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 joli et franchement c'est très très beau à voir. Sous la neige, la plage et une balade encore plus romantique que d'habitude. Et sur les routes, le froid et la neige créent des situations un peu moins poétiques. Entre grattage du pare-brise et routes glissantes, la prudence est de mise. Michael Menten avec Steve Daman. À la raclette, vous? Ouais, la raclette, bah ouais, j'ai pas le choix. Hein. C'est la mauvaise surprise au réveil pour Valerio. Sa voiture est entièrement congelée, alors avant de partir, il doit gratter. C'est une bonne surprise, hein, parce que franchement, ça se détache pas facilement. C'est compliqué. La neige et le verglas, les deux pires ennemis des automobilistes. Mais le Belge est rusé. Il sait comment s'adapter. Pas freiner brutalement, pas d'accélération en trombe. On restera plus chez soi. Hein. Aller lentement et éviter de donner des coups de volant. Et si on doit freiner, y aller vraiment tout doucement, parce que sinon on part en vrille. La première chose à se demander, c'est est-ce qu'aujourd'hui mon déplacement est vraiment indispensable? Deuxième chose, se mettre dans des bonnes conditions, si vraiment on doit prendre la route, des bonnes conditions de conduite, donc à savoir enlever sa grosse doudoune par exemple avant de monter en voiture. Et troisième chose, les maîtres mots, c'est calme et douceur. Pour sécuriser nos routes, cette épandeuse turbine depuis hier soir. Jean-Luc n'a pas dormi de la nuit et l'accalmie n'est pas prévue pour tout de suite. Demain, ils annoncent encore de la neige, peut-être encore un peu mardi, mais sinon, après, ça sera du moins 7, moins 8, donc on devra de toute façon sabler, vu le sol qui est mouillé, quoi. La neige et le verglas provoquent jusqu'à 75% de petits accrochages supplémentaires. Alors mieux vaut rester prudent, car l'offensive hivernale ne fait que commencer. On vient de l'entendre, les routes seront également glissantes cette nuit et les jours qui viennent. L'IRM, Institut de météorologie, maintient son alerte jaune. En direct à Bruxelles, nous retrouvons Michael Menten. Quel est le dispositif mis en place pour assurer la sécurité sur les routes ?
Bonsoir Salima. Eh bien pour l'instant, l'heure est au chargement de sel ici à Bruxelles. Les épandeuses doivent finalement sortir plus tôt que prévu car, vous le voyez peut-être, la neige tombe à nouveau ici et avec les températures négatives attendues. Eh bien c'est la patinoire garantie sur les routes. Raison pour laquelle il est prévu cette nuit et demain matin de traiter l'ensemble des 800 km de voirie bruxelloise avec le sel qui se trouve derrière nous. Alors rassurez-vous à Salima, il en reste 5000 tonnes. On a de quoi voir venir. Du côté des routes wallonnes, pas d'inquiétude à avoir, nous disait tout à l'heure le porte-parole du service public de Wallonie. Les équipes sont prêtes également, nous dit-on, mais pour l'instant, eh bien, les sorties ne sont pas nécessaires et il se pourrait même que les épandeuses restent au dépôt toute la nuit. Situation donc sous contrôle, mais appel tout de même à la vigilance si vous devez prendre la route demain matin. Merci Michael. Ce froid s'installe donc pour quelques jours dans notre pays. Bonsoir Stéphane Van Bellingen. Bonsoir Salima. Il sera question de température glaciale. Combien de temps ce phénomène va-t-il durer? Oui, on peut vraiment parler de température glaciale, d'autant plus que l'IRM vient d'émettre à l'instant une vigilance orange pour les régions du Nord, pour la Campine et pour le nord de la province d'Anvers. Ce qui veut dire que dans ces régions, pendant 5 jours d'affilée, les températures maximales seront sous les 0 degrés et pendant 3 nuits d'affilée sous les moins 10 degrés, ce qui sera le cas puisque les maxima ne dépasseront pas moins 6, moins 7 degrés en Campine. Donc cette vague de froid, sur le nord en tout cas, va nous accompagner jusqu'à la fin de la semaine. Déjà du gel généralisé chez nous cette nuit, avec des minima de moins 1 à moins 6 degrés. Demain, une petite poche d'air doux, enfin 2 degrés tout de même pour les Ardennes, avant que l'air froid s'installe sur l'ensemble du pays. Et du gel de jour comme de nuit, généralisé, qui va nous accompagner jusqu'au week-end prochain. Maxima de moins 3 à moins 7 degrés et des minima assez sévères de moins 5 à moins 15 degrés, voire moins 20 degrés. Comptez une moyenne de moins 10 degrés par exemple dans le centre, donc vraiment très très froid jusqu'au week-end prochain. Stéphane, il n'y aura pas forcément beaucoup de neige. Est-ce qu'elle va tenir au sol? Alors, une dépression pour le moment se décale vers l'est du continent. Un petit peu d'air plus perturbé circule. C'est pour ça que pour le moment, ici au-dessus de Bruxelles, on a un petit peu de neige. Pas grand-chose, 1, 2, 3 cm tout au plus. Mais néanmoins, cette neige va tenir puisque les températures sont très froides. Donc, prudent si vous prenez la route, aussi bien cette nuit que tout au long de la semaine. Merci Stéphane. On vous retrouve évidemment en fin de ce RTL Info 19h pour vos prévisions météo complètes. Cette période de froid qui va se maintenir durant plusieurs jours, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos voitures, des véhicules qui roulent moins avec le télétravail et qui pâtissent donc encore plus de la météo. Avec le télétravail, de la batterie à la serrure, voici les conseils et précautions à suivre. Ils sont détaillés par Aurélie Henton et Gaëtan Zanqueta. Intervention la plus fréquente, la batterie, la pièce la plus fragile du véhicule par grand froid. Ce sont 80% des pannes. À la météo s'ajoutent aussi nos nouvelles habitudes. Rouler moins ne lui rend pas service. Le fait de faire des trop petits parcours, l'alternateur n'a pas le temps de recharger la batterie. Donc dans ces cas-là, malheureusement, on les tue les batteries. Il suffit de rouler, essayer de rouler une fois par semaine un petit peu plus pour histoire de la recharger, faire une trentaine de kilomètres sur autoroute. Autre raison de la venue du patrouilleur, le filtre à particules qui peut aussi provoquer une panne. Les courtes distances jouent également un rôle. Il faudrait rouler un petit peu plus parce qu'il faut arriver à une certaine température. On le sent, on a une perte de puissance, il y a des témoins qui s'allument. Donc si on ne fait que des petits parcours de 3 ou 4 km, forcément l'échappement n'a pas le temps de chauffer. Parfois le froid bloque les serrures. Un peu d'adhésif les protégera, mais la flamme d'un briquet peut aussi sauver la situation. Démarrer, ça se prépare la veille en mettant la voiture à l'abri du froid et du vent et en protégeant les essuie-glaces. Petite astuce, des petits bouchons de liège, vous les mettez au milieu de l'essuie-glace pour éviter que les essuie-glaces restent collés au pare-brise, pour éviter de les casser. Avoir aussi le lave-glace bien rempli, un bon lave-glace, hiver. Le frein à main aussi est très important. Si vous le laissez en temps de froid, ça pourrait caler les roues. Donc si vous êtes sur du plat, essayez de garder toujours une vitesse. En cas de panne, le chauffage du véhicule est souvent hors service. Un précieux conseil, emportez une couverture ou des vêtements chauds pour attendre plus sereinement votre dépanneur. Et cette offensive hivernale a d'abord touché le nord de l'Europe. Les Pays-Bas ont été frappés ce week-end par une forte tempête de neige, la première en 10 ans. Le trafic a été sérieusement perturbé. Mathieu Langer, Julien Raouet. Surnommez-le le meilleur papa du monde, ou peut-être le plus inconscient. Yap offre à sa fille Suzy ses meilleurs moments de glisse au beau milieu de la chaussée.
On l'a fait ça toute la matinée et parfois avec 2 ou 3 luges à l'arrière. Ce n'est pas difficile, il suffit de se laisser aller, ça va vite. Pour beaucoup de Néerlandais, ce dimanche de confinement n'est pas vraiment un jour ordinaire. Il n'y a pas beaucoup de neige aux Pays-Bas, alors quand c'est le cas, on s'amuse. Si les routes sont presque désertes, les parcs enneigés offrent un décor unique qui attire des milliers d'amoureux de la nature. Demain, je dois aller au travail. On verra si ça ira. Au total, 10 à 30 cm de poudreuse, une neige qui fait le bonheur de nos voisins néerlandais, mais qui a causé pas mal de problèmes dès ce matin. Car si les boules de neige volent, les avions sont restés cloués au sol toute la matinée. L'aéroport d'Eindhoven interrompt son trafic aérien jusque 7 h demain matin. Les voyageurs entrants sont déviés vers Cologne. L'Allemagne, elle non plus, n'est pas épargnée. Au nord, plusieurs caténaires ont cédé. Les réseaux ferroviaires et routiers subissent de lourdes perturbations causées par la tempête. Je suis en route depuis 4 h du matin et je n'en vois pas le bout. Selon la police allemande, pas moins de 222 accidents de voitures ont été comptabilisés depuis hier dans l'ouest du pays. Et tous les développements concernant ce phénomène météo sont à suivre sur nos sites et applications RTL Info. Un chiffre surprenant pour suivre, 433 000 €, c'est le coût par an de la détention de Salah Abdeslam, le dernier survivant des commandos des attentats de Paris et détenu en France depuis 2016. Un chiffre qui s'explique par le dispositif de sécurité exceptionnel qui l'entoure. Emmanuel Dupont, Redjepametage. Il est incarcéré à la maison de Fleury-Mérogis depuis avril 2016, 2 mois à peine après son arrestation à Molenbeek. Placé à l'isolement, Salah Abdeslam est entouré d'un dispositif hors du commun qui comprend au total 5 cellules. Une première à côté de la sienne est totalement similaire et disponible en cas d'urgence. Une deuxième vide pour des raisons de sécurité. Une troisième abrite un dispositif de surveillance exceptionnel, appareil de brouillage électronique et système de vidéoprotection. Enfin, la quatrième est équipée d'un vélo et d'un rameur pour le sport. Interrogé par un parlementaire, le ministère français de la Justice a révélé le coût annuel de cette incarcération, 433 000 €. Abdeslam est surveillé par 8 agents qui se relaient 24 heures sur 24. C'est ce qui coûte le plus cher, 397 000 €. Pour les frais de nourriture, de linge, de chauffage, la facture s'élève à 97 € par jour, le même montant pour n'importe quel détenu selon la chancellerie. Le seul survivant des auteurs des attentats de Paris est surveillé en permanence depuis juin 2018. Il y a tout ce système de caméras qui est un système novateur, assez exceptionnel, qui permet en effet, H24, de suivre ses faits et gestes. Le rapport du ministère français n'évoque pas les conditions de détention. Salah Abdeslam doit comparaître devant la justice en septembre prochain dans le procès des attentats de Paris, puis en 2022 dans le procès des attaques de Bruxelles. Nous vous parlions vendredi de nouvelles perquisitions dans le dossier Netis, une enquête relative aux indemnités attribuées à d'anciens dirigeants. Ces perquisitions se sont déroulées dans le domicile et le bureau du président du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt. Invité de Pascal Vrébos ce dimanche, Pierre-Yves Dermagne, vice-premier socialiste, a réagi à ces nouveaux développements. Écoutez, moi je connais Jean-Claude Marcourt depuis quelques années maintenant. J'ai eu le plaisir de siéger avec lui au sein du gouvernement de Paul Magnette. Et jamais, à aucun moment, je n'ai été amené à douter de la sincérité, de l'honnêteté. Donc il est accusé injustement. De la probité de Jean-Claude Marcourt. Accusé injustement. Écoutez, moi, ce que j'ai vu dans le dossier Netis, c'était une forme d'entre-soi, de secret, de quelques personnes qui ont dirigé cette société avec à certains moments des réussites et des réussites industrielles, mais qui n'étaient pas dues qu'à leur travail, qui étaient dues aussi à l'implication de l'ensemble du personnel de Netis, de vous. Et puis j'ai vu beaucoup d'entre-soi, de secrets, de choses qui se faisaient au sein d'un petit groupe. Et je n'ai pas eu l'impression que tous les acteurs autour du dossier avaient l'ensemble des pièces du puzzle.
Dans le reste de l'actualité, il y a la lutte contre le coronavirus. Les coiffeurs vont pouvoir reprendre leurs activités dès le week-end prochain, selon un protocole strict. Ils devront notamment aérer leur salon et il existe plusieurs options pour assurer une bonne ventilation. Gauthier Falque, Denis Caudron et Nathan Gerlache les passent en revue. C'est un appareil qui purifie l'air. C'est un investissement, je pense, qui est bien pour rassurer les clients. Hier, Frédéric a investi dans ce nouvel appareil, un purificateur d'air, un investissement indispensable pour lui. Tous nos produits techniques tels que coloration, mèche, etc. demandent un apport de chaleur et le fait d'avoir des courants d'air font des variations de température qui ne sont pas très bonnes pour les colorations et les mèches. Le coût de cet appareil, 550 €. Mais il y en a des moins chers. Au total, dans ce magasin, il existe 28 modèles. Cela va de 100 € pour un modèle plutôt basique à 700 € pour les plus développés. En fait, plus le prix est élevé, plus la surface traitée est grande et meilleure est la purification de l'air avec parfois jusqu'à 4 filtres. Le plus important, c'est le 4e, c'est le nanocapture. Là, celui-là, il fait tout nécessaire pour que toutes les bactéries seront éliminées de l'air. Que l'air soit de nouveau propre et expulsé et d'avoir une pièce saine, on peut dire. Dans ce magasin, de nombreux coiffeurs ont déjà acheté ces purificateurs. Ceci dit, d'autres hésitent encore car c'est un nouvel investissement. Le souci, c'est que le salon a été fermé plutôt pendant 4 mois. On a des frais à payer, forcément. Ça, c'est encore un investissement qu'on nous demande. Forcément, si on n'a pas le choix, on le fera comme tout le monde. Ce genre d'appareil peut effectivement être efficace selon les experts, en tout cas pour les petits espaces. Avec certaines restrictions qui sont la vitesse de renouvellement de l'air, les types de filtres qu'il y a. Donc il faut regarder les fiches techniques et s'adapter en fonction des conditions. Pour cet expert, il faudrait donc qu'une étude soit réalisée pour aider les coiffeurs à savoir quel type d'appareil acheter, mais aussi pour d'autres secteurs comme l'horeca ou la culture, qui pourraient aussi devoir miser sur une ventilation lors de leur réouverture. En ce qui concerne la maladie en tant que telle, pour la première fois depuis le mois d'octobre dernier, il y a moins de 300 patients en soins intensifs dans les hôpitaux. Moins de 1700 lits sont occupés par des patients Covid. Les contaminations et les hospitalisations journalières sont en très légère hausse. Le nombre de décès continue de baisser. Il y en a 41 par jour des suites du coronavirus. Revenons aux mesures pour lutter contre le coronavirus avec des précisions sur l'interdiction des déplacements non essentiels à l'étranger. Le ministre de la Justice a indiqué qu'il y aurait des contrôles et surtout que les contrevenants devront payer une amende et faire demi-tour. Vincent Van Quickenborn était sur le plateau de nos confrères de VTM. On l'écoute. Les gens doivent savoir que puisque c'est interdit, il y aura des contrôles aux frontières. Et donc des personnes qui essayeraient malgré tout de voyager, pour les sports d'hiver par exemple, eh bien ils devront payer une amende et faire demi-tour. Ils devront faire demi-tour, ils ne pourront pas continuer. Non, ils devront faire demi-tour, c'est très clair. Et s'ils réessayent une seconde fois, on parle alors de récidive, ils iront devant le tribunal et c'est alors des amendes de plusieurs milliers d'euros. Les gens sont avertis, nous sanctionnerons les personnes qui ne respectent pas la règle. Au-delà des restrictions de voyage, on le sait, de nombreux secteurs sont toujours à l'arrêt et en attente de perspectives, l'horeca ou la culture notamment. Pour voir de réels assouplissements, il faudra malheureusement encore patienter. Loïc Parmentier, Pierre Alterman. C'est l'un des nombreux secteurs toujours à l'arrêt, l'horeca, qui manifestait cette semaine leur fermeture vue comme une mauvaise indigestion d'un trop-plein de fermeture au goût aigre. Mais sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, une étude de l'université de Namur et d'Asselt, avec cette conclusion. Est-ce que pour ouvrir le restaurant, pour ouvrir la culture, le sport, les contacts, est-ce que selon vous, c'est réaliste ? Moi, ça me semble réaliste, le calendrier respecté au niveau de la vaccination, c'est suffisant. Réponse des politiques, entre optimisme et prudence dessus. Moi, je pense en tout cas que quand les personnes de plus de 70 ans seront vaccinées majoritairement, il n'y aura plus de risque d'encombrer les hôpitaux, ce qui était le risque principal. Et alors, on peut espérer quand même, et c'est pour ça qu'on a demandé un rapport au Games le 26 février, d'avoir un peu un phasage, parce qu'on ne peut pas attendre le mois de mai pour réouvrir certains secteurs. Ce serait quoi l'ordre pour vous Moi, je pense que déjà,
peut-être courant le mois de mars ou courant le mois d'avril, il y a probablement des choses qui pourront réouvrir. Exemple ? Si l'épidémie reste sous contrôle. Je ne donnerai pas d'exemple parce que je ne veux pas créer de faux espoirs. L'incertitude règne en ce qui concerne le calendrier. Et donc, je crois que vis-à-vis de tous ces gens, tous ces secteurs qui souffrent vraiment, le respect pour la souffrance, c'est de dire la vérité, c'est le parler vrai. C'est ça, donc on ne sait pas, mais en même temps... Et dire la vérité, c'est qu'on ne sait pas le calendrier aujourd'hui. Seule certitude aujourd'hui, il faudra attendre le 26 février prochain pour avoir de nouvelles perspectives. Elles dépendront et de l'évolution de l'épidémie et de la vaccination. À noter que demain, l'invité de la matinale de Bel RTL sera la ministre wallonne de la Santé. Christy Moréal répondra aux questions de Fabrice Grosfilet. Dans la suite de votre RTL Info 19h, Israël commence à déconfiner. Est-ce l'effet de la campagne massive de vaccination? Réponse dans quelques instants. En Inde, un glacier s'est brisé et a provoqué des inondations. Il y a plusieurs morts et une centaine de disparus. Et puis nous vous proposerons une petite visite dans une toute petite maison. Sa taille, 1,70 m de large, et c'est un bout de l'histoire londonienne. Mais parlons d'abord de la vaccination. Où en est-on chez nous? Plus de 327 000 personnes ont été vaccinées une première fois, soit un peu plus de 3,5% de la population. Parmi celles-ci, près de 89 000 ont déjà reçu les 2 doses. Ces chiffres sont très éloignés de ceux d'Israël. Le pays a vacciné près de la moitié de sa population. C'est beaucoup plus que les autres pays du monde. Question ce soir, les effets de cette campagne massive se font-ils ressentir? Élément de réponse avec Sébastien Rosenfeld. Israël, pays le plus vacciné du monde, est désormais une référence. Plus de 3,4 millions de personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Une avance prise à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique. Et les résultats sont là. Beaucoup de scientifiques ont les yeux tournés vers Israël. On a plus de 50% de la population qui a déjà reçu une première dose. Effectivement, on voit des chiffres très encourageants venant d'Israël, avec, chez les plus de 60 ans qui ont été vaccinés, une réduction de l'infection et une réduction des hospitalisations et de la mortalité, semble-t-il. Selon une étude israélienne, le vaccin est efficace à plus de 90% contre les formes les plus graves du Covid. La deuxième injection, après 3 semaines, donne un impact immédiat, beaucoup plus que la première. Le pays, qui a connu un record de décès en janvier, constate les prémices d'un recul de la pandémie. Les protocoles en Israël sont intéressants d'être suivis également. Ils suivent les protocoles standards en Belgique. Donc ce qui compte, c'est de continuer ces protocoles et constater qu'en Israël, ça va avoir des effets très bénéfiques. De quoi raviver l'impatience des Belges qui manquent toujours de vaccins. Je peux comprendre la frustration et je suis le premier à être frustré de ne pas pouvoir vacciner plus quand on connaît les données des vaccins, quand on connaît maintenant la motivation de la population à se faire vacciner. On est tributaire d'un système européen de commandes européennes. Israël est un petit pays, l'Europe c'est plus de 440 millions d'habitants, donc on ne peut pas comparer les nombres de doses entre l'Europe et Israël. Fort de ces avancées, le gouvernement israélien vient de décider de sortir le pays de son strict confinement, le 3e depuis le début de la crise. Salons de coiffure et magasins peuvent ouvrir de nouveau et les habitants ont l'autorisation de se déplacer au-delà d'1 kilomètre de leur domicile. Retour chez nous où la vaccination s'achève dans les maisons de repos. À Charleroi, certains de ces établissements très touchés par la crise reçoivent la visite d'artistes, comme un mini-carnaval qui se déplace, faute de pouvoir organiser la grande parade. Objectif, récupérer toutes les idées noires des Carolos pour les chasser et respecter la tradition. Justine Roldan-Pérez avec Gaëtan Zanqueta. El Wallomobile. La Wallomobile et ses artistes hauts en couleur, bien décidés à aller collecter les idées noires des Carolos, ceux qui sont les héros de cette crise, mais aussi ceux qui en sont les victimes, notamment les résidents des maisons de repos. J'ai demandé que le virus parte et qu'on puisse nous sortir, parce que moi ça fait 11 mois que je n'ai plus sorti sur les rues. C'est aussi l'occasion d'apporter un peu de légèreté et de sourire. Ça fait du bien un petit peu. C'est vrai, madame. Ça change de tout ce qu'on en voit. Hein. Oh, je suis contente. Merci beaucoup. Oh oui, très bien. Je me suis bien plu et j'ai bien dansé. Ça se défoule un peu parce qu'il y a un bout de temps toujours rester enfermé. Vivement que cette maladie-là soit passée. Direction ensuite la caserne des pompiers
Ici aussi, coucher sur papier ses mauvaises pensées, ses tracas, ses craintes, cela fait beaucoup de bien, particulièrement cette année. J'ai écrit les idées noires de l'année passée, en espérant que ce soit mieux cette année, avec tous les malheurs qu'on a eu ici pour l'instant. Donc voilà. Il fallait absolument que les gens les écrivent, s'en débarrassent, qu'on puisse les foutre dans la panse du corbeau et cramer tout le bazar. Hein, parce que franchement, après l'année qu'on vient de passer en 2020, mais les gens, c'est pas une ou deux idées noires qu'ils ont, c'est que des idées noires. Et c'est dans ce corbeau de 6 mètres, encore en construction, que les idées noires seront brûlées comme le veut la tradition. Un brûlage qui aura néanmoins lieu cette année à huis clos, dans un lieu tenu secret. On encourage bien sûr tous les Carolos à regarder le brûlage sur les réseaux, sur la télé locale, puisque pour que ces idées noires partent en fumée, il y a une condition, c'est absolument d'assister au brûlage, sinon ça ne marche pas. D'ici là, les Carolos peuvent déposer leurs idées noires au centre culturel de Charleroi ou les envoyer via un formulaire anonyme. À l'approche des vacances de carnaval, les activités des unités scouts reprennent pour les plus de 12 ans. Les réunions doivent se dérouler à l'extérieur et par groupe de 10. Notre équipe a suivi une unité d'éclaireurs à Rhodes-Saint-Genèse. Reportage Arnaud Gabriel, Gaëtan Lillon. Un chant en guise de retrouvailles. Ce groupe, auparavant uni, se divise en deux pour pouvoir reprendre les activités. Séparés par 2 cordes et interdiction formelle de les franchir. Mais au final, on est quand même tous là et on s'amuse et c'est quand même chouette. Pour ces adolescents de 12 à 17 ans, l'important est surtout de se retrouver. Séparés physiquement depuis le mois d'octobre, aujourd'hui, ils sont prêts à suivre toutes les règles. Je crois que ça nous fait du bien aussi parce que tout le temps école, maison. C'est un peu embêtant de voir nos copains des scouts, ils nous amusaient à faire des chouettes activités, ça nous fait du bien. Du coup, voilà, on est super heureux de reprendre. De plus, on s'est senti un peu oublié quand on voyait tous les enfants qui pouvaient continuer leur activité et nous, les adolescents, on pouvait caler à l'école. Alexandre, ou plutôt Badak de son totem, a 22 ans. Il est chef dans l'unité et pour lui aussi cette reprise est un soulagement. Là, il y a eu toute une période où c'était seulement en ligne qu'on pouvait voir les scouts et c'est pas vraiment... Enfin, les valeurs scouts qu'on essaye d'enseigner, tout ça, on n'a pas pu le faire pendant quand même des mois. Ce n'est pas la même chose quand on se rencontre véritablement, qu'on peut partager des moments autour d'un feu, quoi. Pour les unités scouts, l'organisation des journées se transforme en vrai casse-tête. Il est parfois difficile de diviser les groupes et d'assurer l'encadrement. Les groupes de 10, dans ce cas-ci, sont tout à fait tenables puisqu'ils sont très peu nombreux. Par contre, aussi bien les louveteaux que les baladins sont beaucoup plus nombreux d'une part, ce qui multiplie le temps, je vais dire, que les chefs doivent consacrer à leurs animés. Ça, c'est complexe. Chez les scouts, il y a eu des moments de doute, mais on est mieux chez les scouts. Tous ici ont déjà en tête les camps d'été et l'espoir d'un retour à la normale. Pour les adultes, les activités sont toujours aussi limitées et c'est un fait. Le confinement nous a encore plus rapprochés de nos téléphones. Un moyen facile de rester en contact, de garder un lien social. Mais l'Agence wallonne pour la sécurité routière met en garde. Le smartphone sur les routes reste un facteur de danger. Et pas seulement pour les automobilistes. Piétons et cyclistes courent aussi un risque. Justine Ponce et Pierre Alterman. C'est un objet qui ne nous quitte plus, à tel point qu'il en devient dangereux. Répondre au téléphone, écrire un message ou encore écouter de la musique, de quoi nous déconcentrer en pleine circulation. Moi ça m'arrive beaucoup, c'est-à-dire que je suis souvent avec mes écouteurs dehors. Ça me coupe un peu du monde, mais après pour moi c'est un peu ça le but, c'est que j'ai pas trop envie d'entendre ce qui est à côté. De temps en temps je jette un coup d'œil, ça reste dans ma main si je veux pas rater quelque chose, quoi. En rue, j'utilise jamais mon téléphone. Parce que j'en ai pas besoin et que je sais que si jamais j'en ai besoin, il est à disposition. En moyenne, les Belges passent plus de 2 heures par jour sur leur téléphone, le regard fixé sur l'écran et donc pas sur la route. Les Wallons le savent puisqu'ils sont nombreux à reconnaître que finalement le téléphone peut altérer leur attention sur la route. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut être inclusif, il ne faut pas juste parler aux automobilistes, mais il faut aussi parler aux autres usagers de la route puisqu'on la partage tous, cette route. Selon l'Institut belge pour la sécurité routière, 18% des piétons utilisent leur téléphone au moment de traverser la route, avec le risque d'être déconcentrés. L'alcool au volant, c'est même moins dangereux quand on n'a pas trop bu
que la distraction, le téléphone, ça peut vraiment... être distrait, c'est le pire, quoi. Parce que ça déconcentre, en fait. Tu es tellement plongé dans ton monde que voilà, tu ne calcules plus ce qui se passe autour de toi. Du côté des cyclistes, 5% consultent leur téléphone en circulant, une pratique qui, là aussi, diminue la vigilance. Mais dès qu'il y aura un problème qui surviendra ou quelque chose d'inattendu qui va venir et que vous n'aurez pas prévu, là, l'attention que vous devrez porter à cette chose, vous devez pouvoir la porter très rapidement. Et si vous êtes en train de faire autre chose et que votre charge attentionnelle est déjà prise par cette autre activité, vous risquez de réagir avec retard. Et là, la mise en danger peut être importante, évidemment. Certains cyclistes n'ont pas d'autre choix que d'être connectés en permanence. Ils ont trouvé un moyen de circuler de manière plus sécurisée. J'ai qu'une oreillette, j'en ai pas deux. Donc j'écoute au moins ce qu'il y a, les bruits des voitures, etc. Je mets pas de musique. Et il y a juste mon oreillette qui me dit gauche-droite. Et donc voilà. Au revoir. Les cyclistes qui téléphonent en circulant risquent une amende de 116 €. À l'étranger, en Inde, un glacier s'est brisé dans l'Himalaya, ce qui a provoqué la crue d'une rivière et la rupture d'un barrage et de ponts. Au moins 7 personnes sont mortes et plus de 150 sont portées disparues. Gauthier Falk. Une avalanche de boue, d'eau, de roches et de poussière s'abat dans la vallée étroite de Rishiganga. Elle détruit tout sur son passage, notamment ce pont. Des habitants filment. Un des témoins parle d'une scène surréaliste. C'était comme dans un film de Bollywood. J'ai vu 50, peut-être 100 personnes courir pour échapper à la vague, mais elles n'ont pas pu être sauvées. Je les ai vues être englouties par la rivière. La situation est toujours dangereuse. Les gens quittent leur maison et fuient vers les forêts. Des dizaines de villages de la vallée ont d'ailleurs été évacués par les secours. En raison de l'eau et des débris qui arrivent en aval, nous avons alerté toutes les zones et évacué les gens près des berges pour éviter d'autres dégâts. Désormais, les sauveteurs recherchent des survivants, notamment dans ce tunnel où des dizaines de personnes étaient bloquées. Tous sont évacués un à un. Mais les nouvelles sont moins bonnes pour d'autres personnes disparues. Le bilan risque d'ailleurs de s'alourdir, car ces crues causées par la chute soudaine du glacier étaient si violentes qu'un barrage a même été détruit. Une centrale électrique voisine a aussi été touchée. Des dizaines d'employés sont portés disparus. Nos efforts seront étendus pour aider et envoyer du soutien aux personnes piégées le plus tôt possible par le biais de nos équipes de secours. Sur la rive opposée, les routes sont détruites. Il faudra donc aussi s'occuper de ravitailler les habitants bloqués. Toujours à l'étranger, au Royaume-Uni, une maison d'1,70 m de large est à vendre. C'est l'habitation la plus étroite de Londres. Pour vous donner une idée, ce bureau autour duquel je suis assise est plus grand. Un bâtiment surprenant donc, sur 5 niveaux, et il est tout de même estimé à plus d'1 million d'euros. Sébastien Rosenfeld. Coincée entre un salon de coiffure et un médecin généraliste, elle passe presque inaperçue. Une façade bleue rikiki d'1,70 m pour une maison unique, la plus étroite de Londres. Cet ancien magasin à chapeau de l'époque victorienne, devenu habitation, multiplie les surprises une fois à l'intérieur. Il n'y a pas de maison de 1,70 m à Londres. Il y a des maisons qui ont 5 étages, mais qui n'ont pas un espace aussi unique et une telle histoire. Les dimensions diffèrent d'une pièce à l'autre. La cuisine est le lieu le plus étroit. Elle s'ouvre sur un salon qui donne sur un jardin de 2,50 m de large. À l'étage, le promoteur immobilier donne une idée de l'étroitesse de l'espace. La réalité est que le nombre de personnes qui peuvent vivre dans cet espace et utiliser cet espace pour eux est limité. Et avec une situation comme celle de Covid, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Mais David y croit, car son bien est presque une œuvre d'art. La chambre se découvre sous une trappe et donne accès à une terrasse. Le prix affiché est exorbitant, 1 million d'euros. C'est un peu de magie londonienne, c'est chic, c'est beau et c'est pourquoi cette maison sera vendue à quelqu'un qui est du genre arty, bohème, jeune couple ou individu, qui voit la beauté pour ce qu'elle est et qui la saisira et en verra la valeur. Si elle trouve acquéreur, la plus étroite maison de Londres aura doublé de valeur depuis 2006, date de sa dernière acquisition. Reste à savoir qui osera dépenser 1 million d'euros pour ce petit bout d'histoire londonienne.
L'amour des histoires, c'est aussi ce qui explique le retour en grâce des aventures d'Arsène Lupin. La série Netflix, portée par Omar Sy, a décroché un énorme succès. Depuis quelques semaines, les livres racontant les aventures du gentleman cambrioleur subissent le même sort. Emmanuel Dupont, Recep Amétage. La lecture, ce n'est pas son passe-temps favori, il le reconnaît aisément. Et pourtant aujourd'hui, Adèle, 20 ans, s'apprête à acheter un livre sur un personnage dont il n'avait jamais entendu parler. Pas du tout, pas du tout. Et en fait, j'ai connu ça grâce à la série. Et en fait, j'ai vu qu'ici, on vendait justement les livres. Et je vais peut-être justement lire ceci. Moi, à ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça. Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Comment une série télé d'aujourd'hui booste les ventes d'un roman publié il y a plus d'un siècle? Ce libraire bruxellois tient entre les mains le dernier exemplaire d'une version que les lecteurs s'arrachent. En 2 semaines, il s'en est vendu 2 fois plus qu'en un an. Il est en réimpression pour l'instant, il est très demandé. On a encore eu plusieurs coups de fil aujourd'hui par rapport à ce livre. Donc voilà, c'est vraiment celui-là que la plupart des gens veulent pour l'instant. Et c'est grâce à la série TV en fait. Pourtant, la série ne raconte pas les aventures d'Arsène Lupin, mais celle d'un fils d'immigré qui s'inspire du gentleman cambrioleur pour venger son père. Des questions? Le succès est mondial. Il est dû en partie au charisme d'Omar Sy. C'est très amusant, c'est très bien fait. La petite fille de Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin, se réjouit de ce succès. Elle se rappelle surtout comment son grand-père a trouvé le nom du personnage inspiré de Sherlock Holmes en 1905. Mon grand-père a ouvert son journal, a vu un certain monsieur Arsène Lupin, qui était conseiller municipal de Paris. Il a transformé Lupin en Lupin pour ne pas avoir de problème avec le monsieur en question. Près de 30 livres d'Arsène Lupin ont été publiés et parfois même oubliés. Mais aujourd'hui, comme de nombreux romans qui ont inspiré des films ou des séries, il retrouve ponctuellement le devant de la scène littéraire. On poursuit avec un autre personnage réel cette fois-ci et qui domine le monde du tennis. Roger Federer a remporté son premier tournoi il y a 20 ans à Milan. Aujourd'hui, à 39 ans, il occupe toujours la 5e place mondiale. C'est l'histoire d'un talent et d'une longévité plutôt rare. Arnaud Gabriel, Véronique Forêt. Le tennis sans cet homme, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Roger Federer est né à Bâle en Suisse le 8 août 1981. 1,85 m pour 85 kg, sa première raquette, il la reçoit à l'âge de 8 ans. La suite, c'est sur les terrains que cela se passe. Son palmarès donne le tournis. 1242 victoires, 103 titres ATP dont 20 grands chelems. Regardez l'évolution de ce champion. 8 fois vainqueur de Wimbledon, 6 fois à l'Open d'Australie, 5 fois à l'US Open et 1 fois à Roland-Garros. Et même là à Paris, sur les terres de son éternel rival, Rafael Nadal, le Suisse est d'une sportivité exemplaire. Ça, c'est une superbe histoire qu'on a dans le tennis 7 ans. Et en plus, il a dû se battre vraiment beaucoup pour en fait garder ces matchs d'affilée. La marque des grands, un champion attachant qui traverse les générations et fait rêver tous ses adversaires. Roger, j'avais des posters dans ma chambre. Quand j'étais tout petit, je le regarde à la TV depuis de nombreuses années. Ça a toujours été un modèle pour moi, humainement parlant, sur le court, en dehors aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui. Sur le court, Roger, c'est 11 344 aces, 36 859 jeux disputés. Il deviendra cette année le 4e sportif de l'histoire à franchir le cap du milliard d'euros de gains. Une longévité d'autant plus exceptionnelle qu'en 2009, après un 6e titre à Wimbledon, certains lui parlent déjà d'une retraite. 15 titres du Grand Chelem, c'est l'un des plus grands records, mais cela ne veut pas dire que je vais arrêter le tennis. J'espère jouer encore de nombreuses années et j'espère revenir ici très souvent. Aujourd'hui, toujours 5e joueur mondial, il a passé 310 semaines au sommet de son art, durant pratiquement 6 ans. Disponible, les pieds sur terre, calme et avec cette sensibilité comme ici à Melbourne en 2006.
Voilà qui font de lui une légende pour l'éternité. Toujours en tennis, Elise Mertens a remporté le Gippsland Trophy, tournoi préparatoire à l'Open d'Australie. La Belge s'est imposée en 2-7, 6-3, 6-1 face à l'Estonienne Kaia Kanepi. En football, l'Antwerp s'est imposé au Beerschot 1-2. Charleroi et Zulte Waregem se sont quittés sur un partage 1 but partout. Au classement provisoire, le club de Bruges mène devant l'Antwerp et Genk. Ostende est 4e, suivent le Standard et Charleroi qui remontent en 6e position, juste avant Anderlecht. On se quitte avec l'une des informations du jour à revoir en détail sur notre application RTL Info. L'offensive hivernale et le froid qui s'installe pour plusieurs jours sur notre pays avec des températures glaciales au moins jusque samedi prochain. Merci de nous suivre. C'est la fin de cette édition. Après les prévisions météo complètes de Stéphane Van Bellingen, place au magazine Face aux juges. Demain, dès 12h45, vous retrouverez Olivier Sconians. Passez une excellente soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.